Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Jean-François Dumont. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Vous venez de publier Sous la peau, votre premier roman. Alors, comment est-il né ? Il est né d'une envie d'abord d'écrire un roman, de faire une fiction. Vous savez, quand on est journaliste depuis 30 ans et qu'on est confronté à la vérification des faits et au plaisir de l'écriture, eh bien, se lancer dans une fiction, c'est un grand bonheur. On vérifie toujours, évidemment, les éléments de décor, on en parlera, j'imagine, de contexte, mais pour le reste, quel bonheur de pouvoir inventer des choses et de ne pas devoir forcément les vérifier. Voilà. Donc c'est le plaisir d'écrire, c'est le plaisir de raconter une histoire inventée. Alors votre roman se déroule essentiellement au Burundi. À quelle occasion vous y êtes-vous rendu ? Alors j'ai fait 6 séjours d'affilée entre 2000... je ne sais plus la date exactement, peu importe, 2009 et 2014, ouais. Voilà. Une première fois pour une association humanitaire, et les 5 fois suivantes, je donnais cours à l'université de Bujumbura, dans un master complémentaire qui avait été monté à la fois par les autorités universitaires burundaises et les universités belges, puisque j'enseignais à ce moment-là à l'UCL comme maître de conférence. Voilà. Dans ce roman, Sous la peau, 3 Européens vont se retrouver au Burundi pour des raisons bien différentes. Présentez-les peut-être de manière un peu succincte. Voilà, alors 3 personnages, une jeune femme française qui, elle va aller au Burundi en tant qu'experte indépendante pour les Nations Unies, et elle vit à ce moment-là une crise personnelle, sentimentale, puisqu'elle a cessé d'aimer son homme, son compagnon, le père de ses enfants, et elle vit avec cette crise-là au moment où elle va partir au Burundi. Un deuxième personnage, c'est un jeune homme belge qui, lui, je ne sais pas si je vais le dévoiler ici, mais a aussi vécu une crise d'ordre plus spirituel, je vais dire, et qui va se retrouver comme jeune journaliste débutant au Burundi. Et enfin, un troisième jeune homme également, qui lui est un Burundais adopté par une famille bruxelloise et qui a eu, pour des circonstances que j'explique dans le livre, une très très forte envie soudain d'aller à la recherche, ou en tout cas à la rencontre des éventuelles racines biologiques d'origine, donc au Burundi. Et ces 3-là vont se retrouver autour d'une même question, on va dire, d'une même problématique, qui est la condition de vie des albinos. La jeune femme, Hélène, parce qu'elle nourrit un rapport pour les Nations Unies, le journaliste, parce que c'était le thème de son reportage, et le jeune Burundais adopté, il va rencontrer aussi, dans des circonstances que j'explique, la condition des albinos. Alors cette condition, on l'ignore souvent en Europe, mais elle est particulièrement compliquée à vivre. Elle est atroce. Afrique, hein. Elle est franchement atroce parce que être albinos, donc être de peau blanche, de cheveux décolorés, de sourcils décolorés, etc., en Afrique centrale, c'est-à-dire blanc parmi les noirs, alors qu'on est africain, c'est le comble de la différence, c'est le comble de l'altérité. Et à cause de cette différence, il y a une série de superstitions qui pèsent sur les albinos en Afrique, et qui font de ces albinos à la fois des démons, des monstres. On les soupçonne d'ailleurs de pratiquer la sorcellerie, mais en même temps, ce sont des porte-bonheur. Des porte-bonheur qui, et c'est atroce, font l'objet donc d'un commerce international, essentiellement d'ailleurs avec la Tanzanie, où des gens achètent des morceaux de corps. Je suis désolé, je vais devoir être un peu cru et un peu glauque, mais des morceaux de corps, ce sont des bras, ce sont des organes, c'est le cœur, les organes sexuels, et qui sont vendus très très cher pour favoriser la fortune, bien entendu. On en revient toujours à des questions d'argent, la fortune de ceux qui seraient en possession de ces morceaux d'albinos. Que ce soit un pêcheur qui va mettre dans ses filets un morceau de chair d'albinos, que ce soit un chercheur d'or qui va lui aussi enterrer dans le sol qu'il fouille des morceaux d'albinos, ou simplement des trophées que des gens gardent chez eux. Cette problématique des albinos en Afrique, vous l'avez découvert sur place ? Oui, dès l'instant où j'avais
imaginé que mes trois personnages allaient se retrouver autour de cette condition-là, parce que je cherchais absolument un lien, forcément. Et j'ai trouvé que ce lien était intéressant, d'une part, parce qu'en Afrique, c'était au Cameroun où j'avais donné également un cours, j'avais parmi mes étudiants une albinos. C'est là que j'ai vu pour la première fois, j'étais confronté à cette différence-là, qui est assez impressionnante. Et puis voilà, à Bujumbura, je me suis intéressé à la question. J'ai été rencontrer l'association Albinos sans frontières. Et c'est là, évidemment, j'ai reçu et de la documentation et des informations. Et que j'ai parlé surtout avec le responsable à l'époque de cette association, Albinos lui-même. Donc j'ai vu aussi comment il se comportait, j'ai vu les gestes dont je me suis évidemment servi pour le roman. Vous savez, les albinos ont un problème notamment de vision, un problème oculaire qui fait que les yeux scintillent très très vite. Et donc, c'est assez déroutant et impressionnant de les voir, par exemple, porter, mais à quelques centimètres des yeux, leur écran d'ordinateur, leur portable, pour déchiffrer le texte. J'ai vu cette personne à l'association agir ainsi, et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, parmi les trois personnages que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a Jean Bosco, qui a été adopté en Belgique et qui part à la quête de ses origines. Il vient d'être diplômé, c'est un jeune sociologue, et il envisage d'écrire une anthropologie des embranchements avec l'analyse des virages manqués. Oui, c'est un petit délire que ce personnage se paye à un moment du voyage au Burundi. Et il imagine, voilà, d'écrire un livre, une approche anthropologique, sociologique, sur finalement que seraient devenus les pays, que seraient devenus des régions, ou que serions-nous devenus nous-mêmes si on n'avait pas pris certains virages, ou si le chemin de vie nous avait emmenés vers d'autres chemins. Voilà, j'ai inventé ce petit délire pour lui parce que c'est quelque chose auquel moi je pense assez régulièrement. Et je me dis, mais au fond, s'il n'y avait pas eu tel événement, c'est assez classique comme préoccupation ou comme jeu intellectuel, c'est de se dire, que serait devenu le pays s'il ne s'était pas passé tel ou tel fait historique. Il y en a qui en ont fait des films. Si Kennedy n'avait pas été assassiné à Dallas en 1963, que seraient devenus les États-Unis. Voilà. Alors je vous retourne la question. Si vous n'aviez pas été journaliste, qu'auriez-vous été? Eh bien, je vais vous répondre par un petit détour. Quand j'avais 19 ans, première année de droit à l'université, avant d'ensuite aller vers le journalisme, en blocus d'examen, je me suis fait une petite fiche en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Et j'avais 5 choses. Et je suis content de les avoir réalisées, soit en professionnel, soit en amateur. C'était journaliste, musicien, j'ai créé un groupe, on a joué sur scène, théâtre, je fais partie du théâtre universitaire de Liège, on a joué sur des scènes. C'était voyageur, explorateur, j'ai beaucoup voyagé. Et la dernière case, je viens de la cocher, c'était écrivain, romancier. Je ne suis pas encore écrivain, je ne suis pas encore romancier, mais au moins, voilà, il y a un petit début qui est fait. Voilà, ça c'était les possibles, mais ça reste toujours plus ou moins dans le même domaine, c'est la découverte des autres, finalement. Et il y a une forme d'accomplissement, si vous avez pu réaliser ces 5 vœux. Vous êtes également responsable d'Engage, une association qui a été créée il y a 5 ans. Voulez-vous nous expliquer en 2-3 mots? Voilà, à la veille de prendre ma retraite comme journaliste et comme secrétaire général à l'association des journalistes, j'ai rencontré à Paris une institution qui est la Maison des journalistes et qui est une véritable maison, un immeuble avec une quinzaine de chambres qui accueille des journalistes réfugiés et qui débarquent à Paris, donc des journalistes étrangers qui ont fui leur pays pour des raisons professionnelles et qui y arrivent à Paris et qui trouvent cet accueil. Et en revenant de Paris, je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire. À Bruxelles, capitale de l'Europe, c'est fou qu'on n'ait pas quelque chose comme ça. Voilà. Et vous avez réussi à le faire, donc on peut ajouter ce 6e point à votre liste de souhaits. Eh bien, Jean-François Dumont, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir sur le plateau. Sous la peau a été publié aux éditions Academia. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.